Nous démarrons notre entretien avec le docteur Kabanda. Docteur Kabanda, bonsoir. Bonsoir, Papa Jules. C'est la première fois que nous vous recevons dans Congo Nabiso, mais je sais que c'est pas la première fois que vous êtes ici dans nos studios. La première des questions par rapport à nos auditeurs, qui est le docteur Kabanda Kana André? Merci de votre invitation et je vais saluer tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais bon, je vais quand même me présenter. Mon nom, effectivement, je m'appelle André Kabanda Kana, médecin de mon état, comme vous avez dit. Je suis médecin exerçant dans une clinique privée ici à Bruxelles. Et j'ai une spécialité, médecine interne, néphrologie. Donc, à part cet aspect tout à fait privé et professionnel, donc je suis également le représentant de l'UDPS au Belux, donc Belgique-Luxembourg, en même temps président fédéral de l'UDPS. Voilà un peu comment je peux me présenter. La deuxième des questions, savoir qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi faire la politique? Vous pouvez bien vous dire que non, je reste dans mon domaine qui est la médecine, mais pourquoi faire la politique? Il y a trop de malades dans la politique? Je pense que effectivement il y a trop de malades dans la politique, particulièrement congolaise, parce que c'est vrai qu'on peut, en étant ici à l'extérieur, se dire je suis dans mon coin, j'ai fait mon travail de médecin, je suis content, ma famille, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, on ne peut pas rester indifférent face à cette misère galopante et surtout face à cette classe politique qui n'arrive pas à sortir le pays de l'état où il se trouve depuis des années. Et donc, je me suis dit, il faut quand même, malgré le fait que je ne suis pas politique de profession, malgré ma profession de médecin qui m'accapare effectivement, que mon temps libre, mon temps que je peux avoir, que je puisse apporter ma contribution pour essayer de faire avancer la situation politique dans notre pays. Est-ce que c'est facile d'être un représentant d'un parti politique comme l'UDPS, président de l'aile Benelux? Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Ce n'est pas facile parce que, bon, si vous connaissez un peu l'UDPS, c'est l'historique de l'UDPS ici en Belgique, vous n'aurez pas posé cette question. Ça ne doit pas être facile du tout, étant donné que, d'abord, l'UDPS, c'est dans le cas de notre pays, c'est le parti le plus grand parti politique d'abord, le parti le plus implanté à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et de ce fait, il a beaucoup de membres et donc, ce qui dit beaucoup de membres dit beaucoup de problèmes, sans oublier le fait aussi que c'est un parti qui a toujours été la cible de toutes les tendances, en tout cas politiques de notre pays, en commençant par le pouvoir en place, en passant par tous ceux qui se considèrent comme les rivaux, les rivales de ce parti. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez la situation politique, quelle est votre analyse au jour d'aujourd'hui? Alors, je crois que l'analyse, on a beau faire toutes les analyses politiques, toutes les analyses possibles, la situation politique de notre pays reste assez complexe. Dans la mesure où l'on sait que après Sun City, tout le monde s'attendait à ce que le pays puisse redémarrer sur les voies de la démocratie. Il s'est passé deux mandats présidentiels au cours desquels il y a eu un président qui a été élu. Tous les espoirs, en tout cas, étaient assez, je dirais, partants pour que nous puissions voir ce pays relancer. Malheureusement, on se retrouve aujourd'hui au point de départ, dans la mesure où ceux qui sont en place, ceux qui étaient au pouvoir, qui ont épuisé les 2 mandats constitutionnels tels que l'exige la Constitution, n'ont pris aucune disposition pour assurer la continuité de cette démocratie.
Je reviens par rapport à vos propos. Vous avez dit que l'UDPS était un grand parti politique, mais au jour d'aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, est-ce qu'on dira que l'UDPS a fourni au pouvoir un Premier ministre? Absolument pas. Je ne peux pas dire que celui qui a été désigné comme Premier ministre soit un membre de l'UDPS. Il est peut-être issu de l'UDPS, comme la majorité d'ailleurs des membres de la classe politique congolaise. Si vous regardez même ceux qui sont dans la majorité présidentielle, beaucoup ont été membres de l'UDPS. Mais aujourd'hui, M. Badibanga, qui a été désigné par M. Kabila, n'est plus membre de l'UDPS, dans la mesure où, quand il a été élu député en 2011, M. Tshisekedi ayant remporté les élections et M. Kabila s'étant imposé par la force, M. Tshisekedi n'a pas reconnu cette victoire de M. Kabila et de ce fait a demander à tous ceux qui étaient élus de ne pas participer aux institutions. Ça se passe en 2012. Et le secrétaire général intérim à l'époque, M. Kaungu, avait fait un document officiel par lequel il demandait à tous ceux qui étaient élus, tous les mandataires de l'UDPS, de ne pas participer aux institutions. Et il concluait son document en disant « Tout ce qui irait à l'encontre de ce mot d'ordre était automatiquement auto-exclu du parti. » Voilà la situation dans laquelle se trouve M. Badibanga depuis 2012. Donc M. Badibanga n'est plus membre du parti. Et aujourd'hui, s'il est désigné par M. Kabila, ça entre simplement dans la logique de ce qui s'est passé à l'Union africaine, c'est-à-dire l'accord, donc le monologue qu'il y a eu à l'Union africaine, qui a abouti à cet accord que d'ailleurs notre parti, y compris le Rassemblement, a rejeté en bloc. Et donc, M. Badibanga ne peut pas être considéré comme un membre de l'UDPS. Mais quand on écoute, on dirait qu'il y a une certaine ambiguïté au sein de l'UDPS. J'avais suivi chez mon confrère et Fabien Koussanika l'intervention de Félix Tshisekedi ne semble pas être aussi catégorique que vous l'êtes. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans ces discours-là? Et il n'y a pas longtemps, il était encore avec vous. Il n'y a pas longtemps, on l'a vu même ici à Bruxelles lors d'une conférence de presse après ce qu'on a appelé les fronts citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'ambiguïté parce que moi, je viens de vous parler d'un texte officiel du parti. Ce texte qui a été rédigé par le secrétaire général intérimaire de l'époque, ce texte est un document officiel. Maintenant, si on voit M. Badibanga accompagné de M. Tshilombo Tshisekedi, qui est un cadre de l'UDPS, qui peut avoir aussi des amitiés avec l'un ou l'autre personnalité politique, cela ne veut pas dire que parce qu'ils sont ensemble, Badibanga d'office, il ne cesse d'être membre. C'est une déclaration qu'il avait fait chez Fabien Koussanika. Il avait fait cette déclaration en 2014. Donc, il y a même pas, donc on pourrait dire, il y a 2 ans qu'il a fait cette déclaration en tant que secrétaire général chargé de l'extérieur. Donc, c'est quand même un haut cadre du parti. Absolument. Maintenant, je n'ai pas le contenu exact de cette déclaration. Je ne peux pas la discuter ici. Mais toujours est-il que moi, je me fie aux documents officiels. Et si il y a un doute quelconque, M. Badibanga peut me contredire en montrant, par exemple, sa carte de membre, en disant dans quelle structure de base il a été actif depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que sa nomination ne vous met pas dans l'embarras, aussi bien au sein de l'UDPS qu'au sein du Rassemblement? Est-ce que ça ne vous met pas dans l'embarras? Est-ce qu'on pourrait dire, comme diraient les politologues, c'est un coup de maître? Personnellement, je ne considère pas ça comme un coup de maître. Pourquoi? Parce que l'UDPS est déjà habitué à ce genre de jeu qui ne porte pas ce fruit, finalement. Rappelez-vous, avec Mobutu, Birunda était un haut cadre du parti, un fondateur du parti,
est entré dans le même jeu de Mobutu exactement, et même encore pire que ce que M. Badiba vient de faire, parce que Birindo à l'époque n'était pas exclu de l'UDPS, il était cofondateur de l'UDPS. Et il a été nommé par Mobutu unilatéralement. Et on sait comment ça s'est terminé. Et donc, pour l'UDPS, pour le rassemblement, ça, on ne peut pas considérer ça comme... non, pour moi, c'est un non-événement. Parce que Badiba, qu'est-ce qu'il représente, qu'on dise tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il représente sur le plan politique? Quelle est la base? Quel est son poids politique? Mais il a quand même été élu député. Vous savez, il y a beaucoup qui ont été élus dans le cadre de l'UDPS. Il les a présentés comme les membres de l'UDPS. Et donc, ils ont été élus dans ce cadre-là. Je ne peux pas croire que Badiba aujourd'hui, de lui-même, aller faire sa campagne, reconnaîtra l'exploit de 2011. Je doute beaucoup. Est-ce que sa nomination a freiné ou bien a découragé certains ou bien a embarrassé certains au sein de votre parti, aussi bien au sein du Rassemblement? Absolument pas. Absolument pas, parce que Kabila n'est pas à son premier coup depuis qu'il est au pouvoir. On a vu les concertations qui ont abouti à la nomination de l'un ou l'autre, et les résultats, ça a été quoi? Zéro. Et ça n'a pas ébranlé l'opposition. Au contraire, ça n'a fait que raffermir l'opposition, la vraie opposition. Parce que, allez, on parle de Dibang. On peut parler aussi de M. Kameri. Kameri était dans l'opposition, il était en train de vilipender Kabila, dernier mandat, etc. Et il a fallu que je ne sais pas ce qu'on lui a brandi pour qu'il se relie à la majorité de Kabila pour aller à ce monologue. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le rassemblement? Je ne crois pas. Mais quand M. Vital Kamerhe dit que s'il est parti là-bas, s'il est parti aux négociations, c'est pour la paix de la République démocratique du Congo. Et vous êtes là pour s'aimer, entre guillemets, la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une déclaration de quelqu'un qui ne sait plus quoi dire. Parce que la paix dans ce pays, nous sommes en paix. On n'est pas en guerre. Hein. On n'est pas en guerre. Depuis Sun City, il n'y a plus eu de vraies guerres dans ce pays. Il y a eu peut-être des mouvements rebelles qui ont été instrumentalisés pour déstabiliser la population, et ça continue d'ailleurs. Mais dire qu'on est en guerre, c'est absolument faux. Alors, est-ce que l'opposition, est-ce que le rassemblement sème la mort? Dire ça, c'est vraiment se tromper de cible. On a vu les manifestations de janvier 2015. On a vu les manifestations de septembre 2016. Qui avait l'arme en main et qui tuait? Ce n'étaient pas les membres de l'opposition, ce n'étaient pas les membres du Rassemblement, c'était les troupes de M. Kabila. Au stade actuel, pour les pouvoirs, pour lui, sa base pour d'autres négociations, c'est le entre guillemets, c'est l'accord on dirait de l'Union africaine. Mais pour vous, cet accord-là, vous prenez ça, comme point de départ pour des négociations, ou bien vous aussi, vous avez votre approche au sein du Rassemblement? Non. Depuis qu'ils ont conclu leur accord, le Rassemblement a été assez clair par la bouche de son chef de file, M. Etienne Tshisekedi. Au moins, maintenant, on sait que ce camp-là a un cahier de charge. Maintenant, ils ont leur cahier de charge, leur feuille de route. Nous allons confronter ça parce que, comme vous le savez, l'UDPS parle de dialogue depuis longtemps, et depuis février 2015, l'UDPS a rédigé une feuille de route avec laquelle il demandait le dialogue. Maintenant, avec le Rassemblement, cette feuille de route a été retravaillée. Il y a déjà maintenant un cahier de charge qui est prêt depuis longtemps pour le Rassemblement. Avec leur cahier de charge et le cahier de charge du Rassemblement, voilà la demande qui est faite maintenant dans le cadre de la demande de dialogue réellement inclusif, pour que ces deux cahiers de charge puissent être confrontés, pour qu'on en sorte un vrai accord
inclusif. Docteur Kabanda, quand vous parlez du dialogue, certains vous reprochent à vous d'avoir donné une porte de sortie au pouvoir parce que certains disent qu'il fallait simplement se tenir à la Constitution. Mais vous avez parlé du dialogue et c'est comme ça que le pouvoir s'est engouffré dans cette piste de sortie pour retarder encore un peu plus les échéances électorales. Qu'est-ce que vous en pensez ? La clairvoyance de l'UDPS et de son chef, ce n'est plus un élément à mettre en doute. Pourquoi ? Parce que M. Kabila, qui a été élu en 2011, normalement, ce régime devait poursuivre le calendrier électoral, en tout cas le processus électoral tel qu'il a été lancé depuis 2006. Depuis que M. Kabila a été élu en 2011, le processus électoral était arrêté. Il n'y a plus eu d'élection du tout. On peut parler de mandataires provinciaux qui ont été élus depuis 2006. Jusqu'aujourd'hui, leurs mandats n'ont jamais été renouvelés. Ça, ce n'est pas normal. Alors, l'UDPS voyant tout ce qui arrive aujourd'hui, l'UDPS avait vu ça depuis très longtemps. Voilà pourquoi on a interpellé le régime en place, le régime de M. Kabila, pour dire le processus électoral doit être poursuivi. On ne peut pas arrêter ce processus comme ça parce que à cette allure, on n'aura pas d'élection présidentielle en 2016. Voilà pourquoi l'UDPS avait demandé à dialoguer avec le régime en place. C'est pour remettre le processus électoral sur les rails. Mais pour certains, ils ont vu comme si c'était, comment on appelle ça, une porte de sortie pour les pouvoirs, que vous avez, entre guillemets, vous-même ouvert cette porte pour permettre au pouvoir de s'engouffrer. Ceux qui disent ça, ce sont ceux qui n'ont même pas lu la feuille de route de l'UDPS. La feuille de route est rédigée en février 2015. Cette feuille de route était tout à fait claire. Il n'était pas question de négocier quoi que ce soit en termes de pouvoir, de gouvernance. Il était question simplement de remettre le processus électoral sur les rails. Voilà le dialogue que l'UDPS demandait depuis février 2015. Voilà pourquoi il y a eu des pré-dialogues et voilà pourquoi ces pré-dialogues ne sont pas allés loin, tout simplement parce que le régime en place, confondant tout et se préparant déjà à ce glissement dans lequel on se trouve aujourd'hui, a voulu, plutôt, au lieu de discuter du processus électoral, a voulu embarquer l'UDPS dans un bateau qui était en train de couler. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais vous aviez eu, entre guillemets, de rencontres avec le pouvoir. Certains ont parlé même, il y a eu un accord, on a même entendu M. Edem Kojo dire qu'il y a eu un accord entre vous, UDPS, et le pouvoir. Qu'est-ce qu'il en est au juste de cet accord? Il y a eu vraiment accord? Je vais vous surprendre parce que c'est moi, votre serviteur, qui était le chef de délégation à ces pré-dialogues pour l'UDPS. J'avais le mandat de mon chef pour négocier quoi? La remise en rail du processus électoral. Et il n'y a jamais eu d'accord à ces 2 rounds de pré-dialogue. Et je peux vous assurer que moi, d'ailleurs, d'entrée de jeu dans ces 2 rounds de pré-dialogue, il était question que 1, qu'on ne touche pas à la Constitution, 2, qu'on ait un accord sur tout, ou bien on a d'accord sur rien. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, on devait arriver à un accord formel avant de dire qu'on a un accord. Or, lors de ces 2 rounds, on ne s'est jamais mis d'accord sur l'ensemble de points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Il y a eu des points de concordance, de vue, le point sur lequel nous étions d'accord, en tout cas de manière tout à fait, pas tout à fait formelle, mais il y a 2 points sur lesquels il y avait des concordances de vue. Comme quel point, par exemple? Par exemple, qu'il faut effectivement dialoguer. Par exemple, que ce dialogue devait durer 2 semaines, par exemple, qu'il devait y avoir autant de membres négociateurs, qu'il fallait un facilitateur, qu'il fallait
un comité préparatoire de ce dialogue qui, avec le facilitateur et les 2 membres modérateurs de chaque camp, devait convoquer le dialogue. Voilà un peu le point sur lequel on était d'accord. Que, par exemple, la CENI devait être remodelée. Donc, tout à fait refondée pour que cette CENI représente réellement une institution indépendante. Voilà le point sur... Alors, en dehors de ce point concernant le dialogue, ils sont arrivés avec leur point qu'ils appelaient le partenariat stratégique. Qui veut dire? Alors, nous avons eu de la peine à savoir ce que ça voulait dire, et finalement, ils ont dit c'est qu'ils voulaient embarquer l'UDPS dans leur bateau de gestion pour glisser. C'est-à-dire, ils voulaient que l'UDPS entre dans leur gouvernement, qu'on donne quelques postes de ministériels. On a même parlé de poste de Premier ministre à l'UDPS. Il n'était pas question de poste de Premier ministre, au contraire. Il voulait que le président Tshisekedi devienne vice-président de Kabila. Il voulait qu'on donne quelques postes ministériels aux membres de l'UDPS et qu'on organise l'ensemble du processus électoral ensemble. Ce qui ne pouvait pas passer parce que, Tshisekedi ne pouvait pas devenir le vice-président de Kabila, ce n'est pas constitutionnel, et nous, on ne devait pas toucher à la Constitution, et que 2, nous n'avons pas à entrer dans un gouvernement de gens qui, après avoir géré autant d'années, n'ont pas fait leur devoir et veulent que nous embarquer dans une histoire où nous allons être co-responsables de leur mauvaise gestion. C'est ce qui s'est passé, c'est la dernière négociation qui s'est passée à Paris? Non, à Paris, il n'y a jamais eu de négociation, monsieur. À Paris, je ne sais pas d'où ça sort qu'il y a eu. Moi, en tant que chef de délégation, je n'étais pas à Paris. Donc, qu'on parle de négociations à Paris, qui était envoyé à négociation à Paris? Par qui? Personne. Et donc, il n'y a jamais eu d'accord. Et moi, je mets quiconque au défi de montrer l'accord sur lequel se trouve soit ma signature en tant que chef de délégation, soit la signature de mon chef, M. Etienne Tshisekedi, qui devait en définitive, comme c'était le cas dans leur camp, M. Kabila, avaliser tout accord qui serait sorti de ces négociations, ce qui n'a jamais été le cas. Au jour d'aujourd'hui, il y a la date du 19 décembre. Tout le monde a les yeux rivés sur cette date. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que Kabila, le 20, il va partir? Ou bien, avant ça, il y aura des négociations comme est en train de faire la SENCO, aller-retour entre les rassemblements et le pouvoir? Il y a encore d'autres négociations en vue? Je pense que la première chose à dire, c'est que, et le peuple l'a compris, il faut que la Constitution soit respectée. Parce que si on ne respecte pas la Constitution, on ouvre une brèche dans laquelle n'importe qui peut se faufiler et continuer à violer la Mais Constitution. là, certains diront que vous avez un double discours, parce qu'en même temps, vous dites que la Constitution doit être respectée, en même temps, vous continuez des négociations par le canal de la SENCO. Mais ça ne doit pas être contradictoire, Papa Jules. La Constitution, elle doit être respectée. Ça, c'est un principe dont on ne peut pas... Il faut que la Constitution soit respectée. Ça concerne tout le monde. Maintenant, M. Kabila et son gouvernement nous ont amenés dans la violation des constitutions dans la mesure où ils n'ont pas organisé les élections. Et donc, nous sommes, malgré nous, le peuple est malgré lui amené dans cet état-là de constater que les élections ne sont pas organisées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, puisque les élections ne sont pas organisées? On ne peut pas donner la prime, on ne peut pas gratifier ceux qui n'ont pas organisé les élections. Et ceux qui n'ont pas organisé les élections, c'est M. Kabila et son gouvernement. Mais puisqu'il faut quand même que l'État, la continuité de l'État dont on parle, comme on a fait à Sun City en 2002, il n'y avait pas de constitution. On est sorti de la guerre. C'était un régime un peu spécial, en quelque sorte. Les délégués du peuple qui étaient à Sun City ont convenu d'un régime spécial, c'est le fameux 1+4, qui a abouti, avec un acte constitutionnel transitoire évidemment, qui a abouti à l'élaboration de la Constitution que nous défendons aujourd'hui, plus les 2 processus électoraux qui ont suivi. Mais donc aujourd'hui, nous nous trouvons
au lendemain du 19 décembre dans une situation de non-droit. La Constitution ne dit plus rien, parce que ça, ce n'était pas prévu par la Constitution. Comment trouver la solution à ce problème? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut dialoguer. C'est-à-dire que le délégué du peuple, aussi bien du camp de l'opposition du rassemblement et ceux du camp qui est au régime, qui est au pouvoir aujourd'hui, on doit trouver une équipe qui doit assurer la continuité de l'État après les 19. Voilà le fameux régime spécial dont on parle. Avec ou sans Kabila? Absolument sans Kabila. Je viens de dire qu'on ne peut pas donner la prime à ceux qui ont fauté. Mais là, vous demandez à ce que son entourage participe dans ce que vous préconisez comme un régime spécial. Mais ce n'est pas un groupe de personnes, hein. Il a tout un camp. Donc c'est une majorité, ça s'est toujours appelé majorité présidentielle. Donc ça représente tout un camp, c'est un camp politique qui contient beaucoup de monde, pas seulement M. Kabila, pas seulement les quelques ministres qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quitte à eux de s'organiser pour que ceux qui n'ont pas été aux affaires, qui ont fauté, c'est parce que ce n'est pas l'ensemble de supporters ou de soutiens de Kabila qui ont été aux affaires. Hein. Il y a eu quelques individus. Et ce sont ceux-là qui sont responsables, qui ne peuvent pas participer à la gestion de l'État après le 19. Et le 20, comment est-ce que vous allez faire partir M. Kabila? Eh bien, c'est le peuple qui va prendre sa responsabilité. Comment? Et on va vous poser la question, comment? Je ne peux pas parler à la place de la population, monsieur. Je ne peux pas, parce que je n'en ai aucune qualité, mais en tout cas, je n'ai pas la boule de cristal pour dire ce que le peuple va faire le 19 et au-delà du 19. Mais vous avez les informations nécessaires pour nous dire à quel niveau est arrivé les négociations que mène la CENCO? Alors, la CENCO, effectivement, puisque toute la communauté internationale veut que la paix soit préservée dans ce pays-là, veut que l'accord politique qui soit réellement inclusif soit trouvé. Voilà pourquoi la CENCO a pris son bâton de pèlerin pour contacter les deux camps pour essayer de rapprocher les vues. Ça se passe au moment où nous parlons. Je ne peux pas vous donner les informations parce que je n'en ai pas et ça se passe dans un contexte assez... Vous avez quand même quelques éléments pour nos auditeurs. Malheureusement, je n'ai pas vraiment des éléments, mais je sais, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que les préalables du camp du rassemblement, c'est de dire la transition sans Kabila. Les élections, pas en 2018, mais au plus tard, fin 2017. C'est tout. On dirait que vous êtes en train de rejoindre le point de vue de la communauté internationale. La communauté internationale, je crois qu'elle s'est inspirée un peu de ce que nous sommes en train de dire, parce que la communauté internationale, c'est pas elle qui conçoit ce que nous sommes en train de négocier aujourd'hui. Chaque camp a ses desiderata et les nôtres sont déjà sur la place publique depuis assez longtemps. Et donc la communauté internationale, ce qu'elle dit, ce n'est que nous rejoindre, parce que on ne peut pas parler d'une transition longtemps, parce que ça n'a pas de sens. Nous voulons l'alternance à la tête du pays. Le régime n'a pas fait son devoir. Il faut qu'une équipe de transition fasse ce travail en un temps bref, pas se pérenniser au pouvoir. On arrive petit à petit à la fin de notre entretien. Une question qui a été d'actualité. Qu'avez-vous pensé de la polémique qui est née par rapport à la nationalité du Premier ministre Sami Badibanga? Qu'avez-vous pensé? Monsieur Badibanga, effectivement, on a vu un arrêté royal qui a été signé en 2002 par lequel il était naturalisé belge. C'est son droit. Donc on ne peut pas renier une naturalisation à quelqu'un. Le problème vient du fait que ce monsieur a accepté des hautes fonctions dans un pays qui n'est plus tout à fait le sien. Il a une nationalité étrangère et
pour accéder à des fonctions aussi importantes dans un pays, il faut être natif du pays. Il faut être congolais. Vous contestez ce qu'on pourrait dire congolité de M. Badibanga. On n'a rien à contester, on constate seulement qu'il a été naturalisé à partir de 2002. Or, la Constitution dit que la nationalité congolaise, elle est exclusive. Elle ne peut pas être possédée avec une autre nationalité. Mais quand il s'est présenté comme député de l'UDPS, pourquoi est-ce que vous n'avez pas soulevé ces problèmes? En tant que député de l'UDPS, vous devez avoir tous les éléments, toutes les informations. Il s'est présenté sous la bannière de l'UDPS. Cette question, il faut poser au Parlement. Non, moi je pose, parce que c'est vous qui avez proposé comme candidat. Mais et aujourd'hui, vous, entre guillemets, vous changez de posture. Non, absolument pas, monsieur. Logiquement, tout citoyen responsable qui a une nationalité dans le cadre de notre pays, je vous donne le cas de monsieur Mondo Simba. Il a renoncé à la nationalité belge dès lors qu'il était ministre. Pourquoi il l'a fait? C'est tout à fait de la responsabilité individuelle de chaque homme politique. C'est de la responsabilité politique. Et donc, M. Badibanga, dès lors qu'il a été candidat, si il était élu en bonne et due forme et que l'UDPS avait endossé ses membres et avait continué à travailler avec toutes ces institutions, tous les membres de l'UDPS, moi je suis convaincu qu'ils auraient renoncé automatiquement à leur seconde nationalité. Docteur Kabanda, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci à vous. J'espère également que ce ne sera pas la dernière fois et qu'on pourra parler des problèmes de notre pays. Merci, papa, pour ce que tu nous as laissé comme héritage. Je t'aime, Tessa d'Alliance Titanie. Nayaki na ngai pona bina gogo mobali oyo atingami ngai alulaki ngai pona kolatari hatuna tena nyasalaka masoko nazuwaka boye ngai mavata nasakame nati mwanda mbwa mosolo na boy na ngai basa